Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée d'études de la confiance qu'ils m'ont faite en ayant accepté mon sujet d'intervention, lequel sujet s'intitule « Renoncer à la charge de tuteur et de curateur dans la Provence baroque d'après le témoignage du Code Buisson ». L'excuse, en fait, je répétais l'intitulé au cas où. Alors, cette journée d'études se présente comme une véritable tribune dans laquelle je mets en lumière la thèse que j'ai soutenue le 6 décembre 2024 à l'Université de Lille, en exposant une section que j'ai drastiquement réduite pour que tout cela rentre dans une intervention orale d'une vingtaine de minutes. Elle fera 35 minutes. Je plaisante. Alors, ma thèse a pour intitulé « Le Code Buisson, le témoignage de l'usage et de la réception du droit romain dans la Provence du XVIIe et XVIIIe siècle » et je présenterai très brièvement ce que c'est le Code Buisson. Alors, avant tout, il paraît nécessaire de définir l'expression « Provence baroque ». Il s'agit d'une invention des historiens des lettres pour désigner cette province méridionale du royaume de France durant le Grand Siècle. L'une de ses principales sources juridiques est le droit romain, comme on peut le lire dans de nombreuses préfaces de la littérature juridique provençale des 2 derniers siècles de l'Ancien Régime. Dans le traité des successions, écrit par Marc-Antoine de Barrique de Montvalon et publié en 1780 à titre posthume, il est écrit « La multiplicité des décisions contenues dans le droit romain, le peu d'ordre qu'on y a observé dans l'arrangement des lois qui le composent et le grand nombre des interprètes qui donnent à plusieurs de ces lois des explications contraires en rendent l'étude fort difficile. Elle est cependant nécessaire dans un pays où le droit romain est la loi de la province et elle ne suffit pas pour former un juriste consulte. » En 1785, Jean-Joseph Julien, professeur à l'université d'Aix et maître du célèbre Portalis, fait le même constat dans sa préface des éléments de jurisprudence selon les lois romaines et celles du royaume. Les instituts de l'empereur Justinien sont le premier livre qu'on met dans les mains des personnes qui se dévouent à l'étude des lois. Il ajoute plus loin, on ne peut donc donner une juste idée des lois romaines qui sont observées dans les pays régis par le droit écrit qu'en suivant ces lois dans tous leurs progrès et en expliquant les changements que les dernières lois ont fait aux plus anciennes. Je crois que j'ai un retard de quelques secondes. Et techniquement, on est ici. Alors, en somme, il y a une si grande réception du droit romain en Provence, et ce depuis la renaissance de ce droit à la fin du XIe siècle et entériné par l'humanisme juridique du XVIe siècle, que celui-ci devient la principale source juridique de cette province, à côté du droit royal, lequel se manifeste principalement à travers la loi du prince. En Provence, une véritable littérature juridique autour du droit romain voit le jour à partir de la fin du XVIe siècle, et cette littérature est principalement double. Pour cette intervention orale, je ne veux m'intéresser qu'à une seule archive juridique, le Code Buisson. Alors, il s'agit du commentaire manuscrit, c'est-à-dire qui n'a jamais été publié par qui que ce soit, du Code justinien, suivant l'usage judiciaire du Royaume de France et essentiellement du Parlement de Provence, ainsi que suivant la doctrine de nombreux auteurs de l'humanisme juridique, tant français qu'étrangers. Ce manuscrit est le fruit d'un illustre inconnu que j'ai réussi à identifier grâce à mes recherches. Il se nomme Honoré Buisson. Baptisé le 18 mai 1624 et inhumé le 29 janvier 1692 à Aix-en-Provence, Buisson est un brillant avocat au Parlement de Provence durant le Grand Siècle qui embrasse, vers la fin de sa vie, une carrière politique dans le parti des notables aixois, en étant élu en 1684 et en 1690, assesseur d'Aix et procureur du pays d'Aix, c'est-à-dire le 2e homme politique de la capitale et le 3e homme le plus important dans l'administration de la province. Le Code Buisson, qui est en fait le nom raccourci par les juristes provençaux jusqu'à la Révolution, voire jusqu'aux premières années de l'empire du Code civil des Français, est le premier commentaire du Code justinien en langue française, du moins en Provence. Et il se présente davantage comme un précis de droit romain à l'usage des praticiens que comme une œuvre théorique proprement dite. Dès la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle, il a fait l'objet de copies manuscrites par différents juristes, que ce fussent des avocats, des magistrats ou encore des notaires. D'ailleurs, ceux-ci ont augmenté le texte original afin de le mettre à jour avec les nouveaux usages judiciaires et les nouvelles lois royales. André de Barrique de Montvalon, un conseiller clerc au Parlement de Provence et proche du pouvoir royal, écrit dans la préface de sa propre version du Code Buisson: « L'ouvrage de monsieur l'avocat Buisson sur le Code justinien
a été trouvé si utile et s'en est répandu un si grand nombre de copies qu'il est devenu presque aussi commun que s'il avait été imprimé. De manière générale, et en simplifiant quelque peu, son commentaire du Code justinien se construit ainsi. Buisson commence par paraphraser les dispositions du Codex, qui sont encore appliquées à son époque. Il les complète et les compare avec la doctrine et la législation royale. Et enfin, il conforte ses propos en citant des décisions judiciaires issues de grandes aristocraties ou produites par le Parlement de Provence. Buisson s'intéresse à toutes les matières juridiques exposées dans le Code justinien, dont, pour reprendre le premier axe de cette journée d'études, la renonciation à une charge. Notre contribution se consacre à la renonciation d'une charge considérée dans la Provence baroque comme publique, civile et virile, à savoir la tutelle et la curatelle. Que ce soit l'une ou l'autre, chacune d'entre elles tire son origine dans le droit romain, dont les règles sont essentiellement compilées dans les titres 28 à 70 du livre 5 du Code justinien. De manière générale, ces deux régimes se mettent en place lors d'une incapacité de fait d'une personne qui se manifeste à travers sa minorité, son sexe, sa déficience mentale ou encore sa mauvaise gestion du patrimoine familial. La tutelle et la curatelle se complètent et se sont construites parallèlement durant l'Antiquité, à tel point que les deux régimes se confondent dans l'ancien droit français dans la tutelle, en dépit de la diversité des régimes médiévaux, ce qui d'ailleurs a amené Antoine Loizen à écrire « Tuteur et curateur n'est qu'un ». C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Buisson, dans son manuscrit, traite conjointement la tutelle et la curatelle. Le système romain de ces deux régimes protecteurs est réceptionné dans le droit provençal par un édit du roi René promulgué le 2 juin 1443. La renonciation à la charge de la tutelle ou de la curatelle par celui qui devait l'exercer est dénommée, dans le langage juridique particulier de l'ancienne Provence, l'excuse. Or, celle-ci n'est pas sans conséquence. Elle peut conduire à la nomination d'une femme pour une charge en principe considérée comme publique, civile et virile. Pour comprendre les motifs avancés par une personne justifiant sa renonciation à une charge de tuteur ou de curateur, il paraît important de mettre en lumière les règles de mise en place de la tutelle et de la curatelle évoquées par Buisson dans son commentaire du Code justinien. Alors, je serai très bref dans cette sous-partie, du fait du temps qui m'est imparti. Dans l'hypothèse où il y aurait une publication des actes de ce colloque, vous y retrouverez le raisonnement de Buisson ainsi que le droit provençal de son époque en la matière. Sinon, vous pouvez effectivement les retrouver dans ma thèse dans la section adéquate. Quoi qu'il en soit, voici ce qu'il faut retenir pour comprendre le reste de l'intervention. Dans l'explication du titre 39 sur la confirmation du tuteur du livre 5 du Code justinien, Buisson écrit, en reprenant une maxime de Loisel sans pour autant préciser sa provenance, « Nous observons qu'en France, toutes les tutelles sont datives, c'est-à-dire qu'elles se font sous l'autorité judiciaire dans un but de contrôler le tuteur dans son administration et sa gestion des biens du pupille. » Alors, l'acte judiciaire conduit toujours et obligatoirement à ce que le tuteur ou le curateur, même dans le cadre d'une tutelle testamentaire, a versé au juge une caution conformément au droit romain compilé dans le titre 19 et un arrêt du Parlement de Provence rendu le 3 février 1623. Buisson défend la solution adoptée par le Parlement de Provence en se basant sur un avis d'Ulpien, qu'il considère comme un vestige du droit romain dans sa province, dans lequel le juriste consulte consolide l'opinion de Papinien, selon laquelle le tuteur testamentaire désigné par un pater familias ne peut pas renoncer à sa tutelle en dépit de la présence de la mater familias prévue par le testament. Leur présence est nécessaire pour l'intérêt du pupille d'après les deux juristes romains. En d'autres termes, Buisson justifie cette caution demandée à tous les tuteurs par l'intérêt du pupille, comme il écrit « C'est ce que fait notre usage en la dation de la tutelle, de n'avoir pour objet que le profit et l'avantage des pupilles, quelque disposition contraire que le père puisse faire. » Alors, de manière générale, la tutelle ainsi que la curatelle des mineurs s'active à la mort du père de famille. Afin de garantir l'exécution de cette charge, comme nous venons de le voir, une caution est exigée à la personne qui est nommée tuteur ou curateur. Celui-ci peut renoncer à cette charge si et seulement si il parvient à présenter devant l'autorité judiciaire une excuse légitime. En
Provence, les magistrats souverains ont étendu le régime des excuses aux membres qui ont désigné un tuteur insolvable. Alors, dans le commentaire du titre 62 du livre 5, dans lequel se trouvent les règles romaines des excuses, Buisson observe tout d'abord que le tuteur ne peut renoncer à cette charge publique que s'il possède une excuse légitime. Il souligne ensuite que toute action en justice par le tuteur dans le but de rendre nulle sa nomination est prohibée selon 2 dispositions de ce titre. Pour autant, il ne donne pas les principaux motifs pouvant justifier la renonciation à la tutelle dans l'usage judiciaire provençal, lesquels motifs sont la maladie ainsi que la vieillesse. À vrai dire, notre auteur s'intéresse plutôt à ce qu'appelle Roger Poncet, un juriste, les diverses sortes d'excuses. Alors, celles-ci portent essentiellement sur les charges familiales trop lourdes pour le tuteur ou curateur d'un mineur, sur l'ignorance des affaires ou encore sur l'éloignement du domicile du pupille qui ne lui permettent pas d'exercer pleinement la tutelle. Alors, Buisson dénote 2 excuses de renonciation de tutelle admises en Provence. Tout d'abord, le privilège particulier ainsi que la dignité de la personne du tuteur ne doivent pas entraver l'exécution pleine et parfaite de la tutelle, conformément à une constitution de Gordien de 239. Notre auteur illustre cette excuse par une autorité de Cujas qu'il fait sur ce titre. On n'exécute pas un droit exceptionnel si on ne l'utilise pas qu'une ou 2 fois. Ensuite, un tuteur peut renoncer à la tutelle au motif de l'existence d'un différend avec le pupille à propos de sa succession, selon une constitution de l'empereur Philippe l'Arabe de 245. L'usage judiciaire provençal précise cette seconde excuse avec l'arrêt rendu en audience le 5 ou le 7 mars 1646 ou le 5 mars 1648 selon la version du manuscrit. En l'espèce, le tuteur demande l'excuse de la tutelle en invoquant l'existence d'une procédure contre son pupille. Les magistrats aixois rejettent sa demande au motif que le procès contre son pupille est de petite considération. Cet arrêt, témoigne Buisson, pose la distinction entre, d'une part, les procès de petite considération qui ne permettent pas l'excuse de la tutelle et, d'autre part, les procès de grande considération qui l'accordent. Il ajoute, en outre, que le procès contre un membre proche du pupille ne constitue pas une excuse légitime selon une constitution de la période tétrarchique. Cette précision du Parlement de Provence n'est pas la seule modification apportée au droit romain. Ailleurs, dans le Code Buisson, nous constatons que les règles romaines ont subi une adaptation pour correspondre à la mutation sociétale de la Provence de l'Ancien Régime. Dans le commentaire du titre 31 du livre 5 du Code justinien, Buisson s'intéresse à l'excuse pour charge familiale trop lourde, qui est l'une des diverses sortes d'excuses, en plus de la maladie et de la vieillesse prévues par l'édit du roi René. Alors, cette excuse provient d'une constitution d'Antonin le Pieux de 215 que je vous diffuse via la présentation. En d'autres termes, il s'agit de la présentation de la tutelle dative qui a été réceptionnée dans le droit provençal, puisque celui-ci reprend la compétence des officiers de justice, l'obligation des parents proches à demander la tutelle, ainsi que leur avis. L'auteur du Code Buisson ajoute que les parents proches qui ont nommé un tuteur sont responsables de son administration et de sa gestion de la tutelle. Cette responsabilité parentale du fait du tuteur a perduré jusqu'à la Révolution en Provence, bien qu'elle fasse un débat parmi les auteurs de l'ancien droit. Alors, de manière très résumée, il semble que les auteurs des pays de droit coutumier défendent le principe selon lequel les parents ne sont pas responsables de l'insolvabilité du tuteur lorsqu'ils l'ont nommé de bonne foi. Toutefois, en Provence, la caution du tuteur par les parents proches engage la responsabilité de ces derniers, quelle que soit la forme du choix du tuteur, à savoir nominateur, dans lequel le simple fait de le nommer suffit, ou certificateur, dans lequel son état financier est justifié judiciairement. Cette règle, appliquée partout dans les pays de droit écrit, procède de l'interprétation du droit romain réceptionné dans les statuts provençaux. Alors, je m'arrête là sur l'extension des régimes romains des excuses aux parents dans la Provence baroque, car je détaille le reste dans mon acte écrit, 6 publications il y a. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut véritablement retenir, c'est que le principe général de l'institution de la tutelle et de la curatelle consiste à ce qu'elle soit toujours mise en place à l'avantage et dans l'intérêt du pupille, même si cela conduit à la nomination d'une femme
dans une époque où cette charge est considérée comme virile. Alors, en principe, au temps de la Provence baroque, c'est un homme majeur qui est institué tuteur ou curateur par un testament suivant le droit romain. La tradition antique veut que ce soit l'oncle du pupille, c'est-à-dire le frère du pater familias, qui occupe cette charge publique, civile et virile. Durant l'Antiquité tardive, l'empereur Justinien ouvre cette charge à la mater familias à travers une série de nouvelles qui ont été réceptionnées dans le droit provençal et interprétées par celui-ci pour qu'elles soient plus conformes à la législation royale de la seconde moitié du XVIe siècle. Alors, sans entrer dans les détails techniques de droit romain, Buisson s'intéresse à l'ancienne législation impériale autour de la tutelle de la mère de famille. Alors, de manière générale, dans le droit romain classique, la mère doit obligatoirement nommer un tuteur dans le but de renoncer à cette charge sur le fondement de 3 dispositions de ce titre 31 du livre 5. Dans le droit romain post-classique, et plus particulièrement dans le droit romain de Justinien, la mère peut devenir la tutrice de ses enfants conformément à 2 nouvelles. Alors, en Provence, la nomination de la mère en tant que tutrice se fait par testament du père de famille. Plus précisément, le droit provençal ne pousse pas le père à nommer directement son épouse en tant que tutrice des enfants. En réalité, la transmission de l'usufruit aux héritiers s'accompagne très souvent de la nomination de cette dernière comme tutrice et administratrice. Bien qu'elle soit nommée directement ou indirectement, la tutelle de la mère doit être approuvée par le juge sur avis des parents. Buisson informe également son lecteur qu'elle peut très bien renoncer à cette fonction. En revanche, cette renonciation doit respecter certaines règles qui proviennent des observations de Cujas sur ce titre 31. Tout d'abord, il faut, et je cite le texte du Code Buisson, cette demande procède d'une véritable affection et qu'elle ne fasse pas, par manière de dire d'acquis, ou pour garder seulement les apparences en nommant un tuteur qui ne peut pas l'être. Ensuite, elle doit être faite par piété et tendresse maternelle, d'après un texte du juriste-consulte romain Ulpien. À défaut de quoi, elle peut être sanctionnée civilement sur le fondement des avis d'Ulpien et de Tryphonus. Alors, dans la Nouvelle 22, Buisson enseigne que la mère, saisie de la tutelle de ses enfants, ne doit pas convoler en secondes noces durant la période de deuil. L'empereur Justinien justifie sa législation par le fait qu'un remariage en période de deuil serait une insulte envers Dieu. Ces règles romaines ont été reprises dans les statuts provençaux qui les ont complétées de 4 usages. Primo, la sanction consistant en la perte du patrimoine ne s'applique qu'à la mort de la mère, même si l'action intentée contre elle par ses enfants a été faite de son vivant. Secundo, les biens de la mère acquis lors du premier mariage reviennent aux enfants du premier lit, et les biens acquis lors du second mariage reviennent aux enfants du second lit, dans le cas où la mère a respecté le deuil. Tertio, et à contrario, tous les biens reviennent aux enfants du premier lit. Pour ce dernier cas, l'usage judiciaire provençal, sans pour autant que notre auteur précise les arrêts de la Cour, adoucit les statuts en accordant une répartition équitable des biens. Quarto, le droit provençal ne fait aucune différence entre les enfants de sexe masculin et ceux de sexe féminin. La renonciation à la charge de tuteur ou de curateur, qu'elle soit faite tant par un homme que par une femme, au temps de la Provence baroque, permet à l'individu s'étant valablement déchargé devant la justice d'éviter toute sanction civile en cas de mauvaise administration et gestion des biens du pupille. D'après notre lecture, la pratique judiciaire du Parlement de Provence impose, bien évidemment, le respect de l'intérêt de l'incapable protégé et, en cas de manquement, différencie les sanctions civiles infligées aux tuteurs et curateurs si ces derniers appartiennent ou non à la famille. Alors, dans cette contribution, à travers la notion de renoncer, nous constatons qu'il y a un fort legs de la romanité dans la Provence des 2 derniers siècles de l'Ancien Régime. Le droit romain reste l'une des sources les plus importantes en dépit de la présence de plus en plus pesante de la législation royale du fait de l'absolutisme monarchique. Au terme de cette présentation, j'espère sincèrement que j'ai réussi à rendre les lettres de noblesse à Honoré Buisson et à son commentaire du Code Justinien en montrant que l'étude de ce genre de sources manuscrites peut constituer un apport essentiel pour comprendre comment le droit romain a été réceptionné et appliqué dans un pays de droit écrit tel que la Provence. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre écoute.